Des enfants qui jouent dans un parc, des structures gonflables, des rires, de la joie, et au milieu d'eux, un patron souriant qui circule, qui aide, qui charme. Ce parc, il l'a construit avec l'argent de l'assurance vie de sa femme, qu'il venait de tuer. Et maintenant, il cherche sa prochaine victime. Il s'appelle Jamel Lelmi, et aujourd'hui, nous allons comprendre comment il a transformé l'amour en business mortel. L'affaire que nous ouvrons aujourd'hui est l'une des plus vertigineuses de la justice française. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'ascension de celui que la presse a surnommé le Barbe Bleue de l'Essonne, mais surtout, nous allons disséquer ensemble la mécanique du prédateur. On va alterner entre le récit de ses manœuvres et l'analyse clinique de son profil, pour comprendre comment ce professeur en génie civil a pu, pendant des années, faire de la séduction un outil de prédation pure. Bienvenue dans Clinique du crime, affaire Jamel Lelmi. Coco Island, un grand parc de loisirs en intérieur, en région parisienne, dans l'Essonne. Des structures gonflables, des parcours d'équilibre, des piscines de balles, des enfants qui courent, qui crient, qui tombent et qui repartent. Et autour, les parents, assis, un café à la main, à discuter. Un endroit fait pour ça, un endroit où on relâche. Il pleut dehors, et ce jour-là, Juliette se dit simplement « il pleut, on va tester ». Alors elle y va avec ses 2 filles et un ami. Elle s'installe, les filles partent jouer, elle garde un œil de loin, elle discute, elle souffle un peu. Et puis, à un moment donné, un détail, un biberon à réchauffer. Une petite contrainte, rien de grave, et c'est là qu'il apparaît, une main sur son épaule. « Donnez, je vais vous le chauffer ». Elle se retourne, un homme, calme, souriant. « Je suis le patron ». Elle hésite un instant, puis elle lui tend le biberon. Il part, puis il revient, avec le biberon, mais aussi des crêpes, du pop-corn. Elle n'a rien demandé et pourtant tout est là. Ils échangent quelques mots, rien de particulier. Puis il repart, il circule, il revient, il disparaît. Une présence qui passe. Avant qu'elle parte, il lui donne son numéro. Simplement, sans insister, elle le prend et elle s'en va. Plus tard, son ami dira « Avant de venir te parler, il n'a fait que te regarder. Longtemps. Comme s'il attendait, comme s'il t'avait déjà choisi. » Une semaine plus tard, les filles veulent y retourner. Elle dit que c'est simple, qu'il pleut encore, que c'est pratique. Alors elle appelle pour prévenir. Elle y va seule avec ses 2 filles. Elle arrive, parking, et il est là. Pas par hasard, pas à l'intérieur, dans le parking, à l'endroit du passage. Il s'approche, calme, comme si c'était prévu. Il lui donne de l'argent pour payer l'entrée et de quoi grignoter. Elle n'a rien demandé, mais elle prend, parce que refuser serait étrange. « Je reviens ». Il dit ça simplement et il part. Elle entre, les filles jouent, elle s'installe, elle attend. Les minutes passent, il ne revient pas, aucun message, aucune explication. Elle continue, elle parle avec d'autres parents, elle surveille ses enfants, mais quelque chose reste ouvert. Pas une inquiétude, pas encore, juste une attente. Le temps passe, elle décide de partir. Elle le prévient par SMS. « Je décolle ». Elle appelle ses filles, retour au parking. Elle ouvre la voiture, elle installe ses gamines une par une, et c'est là qu'il apparaît, comme s'il n'était jamais parti. Calme, disponible, exactement au moment où elle s'en va. Revenons au début, avant le biberon, avant les crêpes, avant le numéro de téléphone. Il la regarde, longtemps avant d'approcher. Ce regard, c'est déjà tout. Dans la rencontre ordinaire, on s'approche parce qu'on est attiré. On ne sait pas encore, on tente. Lui, il sait avant d'approcher. Parce que ce qu'il évalue depuis sa table, ce ne sont pas des qualités, ce sont des vulnérabilités. Une femme seule, 2 enfants, un ami, pas de partenaire visible. Quelqu'un qui surveille, qui gère, qui porte. Quelqu'un qui, depuis longtemps, n'a plus l'habitude qu'on s'occupe d'elle. C'est ça qu'il voit. Et c'est sur ça qu'il va appuyer. Il donne, elle n'a rien demandé. Ce n'est pas de la générosité, c'est une création de dette.
Quelqu'un vous donne quelque chose que vous n'avez pas demandé, vous devez quelque chose. Pas consciemment, pas délibérément, mais le corps le sait. Il disparaît, elle attend, il revient au bon moment. C'est pas de la spontanéité, c'est une création d'attente. Et la deuxième visite, il est dans le parking, à l'endroit exact du passage. Pas à l'intérieur, pas à l'accueil, dans le parking. Il a calculé son trajet, il a anticipé son heure, il s'est positionné. Chaque geste produit quelque chose de précis. On n'est pas du tout dans la séduction, on est dans la prédation. Et la différence, c'est que dans la séduction, l'autre compte. Dans la prédation, l'autre est une cible. Revenons au parking au moment de partir. Elle attache ses filles une par une, et c'est là qu'une main passe dans ses cheveux, doucement. Elle se retourne, lui est calme, souriant. Mais où vas-tu, ma princesse? Ma princesse. Deux mots qu'elle n'a pas demandés, qu'elle n'a pas acceptés. Et pourtant, ils arrivent, naturellement, comme s'ils étaient déjà vrais. Ben, je ne suis pas ta princesse. Et elle lui dit qu'elle part. Il lui répond: je reviens, je te suis. Il dit ça simplement et il repart. Elle monte en voiture, elle passe la première et quitte le parking. Pas question qu'il sache où elle habite. Le lendemain matin, son téléphone sonne, c'est lui. Tu es chez toi? Oui, j'arrive. Elle dit non, il insiste. Elle dit non encore, il insiste encore. Mais tu n'as pas mon adresse? Ne t'inquiète pas. 30 minutes plus tard, il est là, avec des viennoiseries et des bonbons pour les filles. La petite lui saute dans les bras. Elle qui est sauvage d'habitude, elle lui fait un câlin. Juliette les regarde et elle sourit. Puis elle lui pose la question: mais comment tu as su où j'habitais? Ben, je t'ai suivi. Hier soir, après Coco Island. Je voulais savoir si tu habitais seule. Elle répond, elle pose une limite. Il lève les deux mains, paume vers le bas, des yeux doux. Je ne voulais pas t'offenser. Elle ne dit rien. À partir de ce matin-là, il vient tous les jours, parfois très tard dans la nuit, parfois à l'aube. Pourquoi si tôt? Tu es si belle au lever du jour, sans maquillage. Il ne dit jamais à quelle heure il viendra, jamais. Et quand il tarde, elle commence à guetter, à attendre. Et quand il arrive, tout s'éclaire. En un mois, les deux filles et elle, les trois, sont complètement accros à cet homme. Je reviens, je te suis. Il le dit clairement. Et c'est ça qui trouble. Dans ce type de fonctionnement, la vérité est parfois dite, mais dite dans un cadre qui la rend presque inaudible. Ce n'est pas un mensonge classique, c'est pire. C'est une vérité glissée dans une scène où elle ne peut pas être entendue comme une alerte. La surveillance avouée le lendemain suit la même logique. Il transgresse, il le dit, puis il retourne la transgression en preuve d'intérêt. Je voulais savoir si tu habitais seul. Dit comme ça ressemble à de la sollicitude, peut-être même à de la protection. Il a violé son intimité et elle reçoit ça comme une attention. C'est ici que quelque chose de fondamental se joue. Elle pose une limite, il lève les mains, des yeux doux. La limite est entendue, acquittée et aussitôt effacée. Chez Jamel Olmi, les limites de l'autre ne sont pas des frontières, ce sont des informations. Il sait maintenant où sont ses bords et comment les contourner. Et il y a aussi leurs variables. Il ne dit jamais quand il vient. Ce n'est pas de la spontanéité, c'est du conditionnement. L'irrégularité du renforcement, c'est un mécanisme connu. Parce que quand on ne sait pas quand ça arrive, on reste en état d'alerte. On guette, on attend. Et quand ça arrive enfin, le soulagement est immense. Elle ne s'attache pas à lui malgré l'absence, elle s'attache à cause de l'absence. Et en un mois, le lien est fait. Sauf que ce lien n'existe que d'un côté. De son côté à elle, il y a quelqu'un. De son côté à lui, il y a une cible qui commence à être utilisable. Et il y a un dernier élément qu'on ne voit pas encore clairement, les enfants. Il gère le biberon, il revient avec des crêpes, il circule dans le parc, et quand la petite lui fait un câlin, Julie regarde et elle sourit. Ce sourire,
Il a calculé. Un homme qu'un enfant sauvage choisit d'embrasser ne peut pas être dangereux. Les enfants ne mentent pas. C'est ce qu'on croit. Et c'est exactement ce qu'il utilise. Pour faire signer quelqu'un, il ne suffit pas toujours de lui mentir. Il faut parfois obtenir plus profond. Il faut savoir ce qui l'a blessé, ce qui le touche, ce qui le rend disponible. Il faut trouver l'endroit où la défense se baisse. Chez Julie, cet endroit a un nom, la carapace. Un soir ordinaire, tous les deux, devant la télévision, un sketch. Elle rit, elle imite l'humoriste, et lui la regarde. Tu es vraiment différente des autres, tu me fais rire, tu as tellement d'humour. Et elle lui raconte sa fille, les hospitalisations, le bébé qui a failli mourir plusieurs fois, le stress qui monte, les examens qui approchent. Elle lui dit tout, elle ne lui cache rien. Et puis elle ajoute, comme pour clore le sujet, moi tu sais, je suis blindée moralement. Celui qui voudrait me faire mal, il faudrait qu'il se lève tôt. Il entend, et il dit « Je veux enlever cette carapace. Je veux tout savoir, je veux qu'on soit heureux. » Puis, il change d'attitude. « Comment tu fais pour être si forte? Comment tu fais pour surmonter tout ça ?» Elle répond « Dieu m'a aidée, mes parents. » Et puis tout à coup, il pleure, il suffoque, il n'arrive plus à parler, il la serre dans ses bras. « Je ne veux pas te perdre. » Elle ne comprend pas. « Pourquoi tu me perdrais? J'ai peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. » Et il explique qu'il avait décidé de ne plus jamais aimer. Mais, avec elle, il a craqué. Elle s'abandonne dans ses bras, ou c'est lui qui s'abandonne dans les siens, et il parle de sa femme quelques années plus tôt. Ils étaient heureux, ils venaient d'acheter des vélos, un soir, juste avant la fermeture du magasin. Et puis, ils décident de les essayer tout de suite. Une rue sombre, pas d'éclairage, une voiture, et plus rien. Sa femme est percutée par une voiture, et elle mourra quelques jours après l'accident. Julie le berce, elle lui dit de la laisser partir, qu'elle s'envole, qu'elle lui ouvre son cœur. Il sourit à travers ses larmes. « Ça y est, tu es là, mon cœur. » Puis il dit « Promets-moi. » « Mais quoi donc? » « Promets-moi de ne jamais faire de vélo. » Elle trouve ça attendrissant, presque enfantin. Elle sourit. Elle lui dit qu'elle ne peut pas de toute façon, ses rotules ont été abîmées. Il est soulagé. Et puis il dit qu'il ne veut pas que ça se sache. Leur histoire est à eux. Il viendra, il apportera des choses, mais le secret doit rester. Elle accepte. Et puis un soir, il annonce « On part quelques jours. Je ne peux pas, mes filles, et financièrement, je ne peux pas. » Je ne te demande pas ton avis. Il sort son téléphone, une vidéo, une maison splendide avec une piscine. Et il lui dit « C'est la mienne, à Tipaza, en Algérie. C'est là que je t'emmène, pour que tu te reposes, et pour demander le consentement de mes grands-parents pour notre mariage. » Elle le regarde. « Depuis que je te connais, je vis un conte de fées. » Elle dit oui. Je veux enlever cette carapace. Il ne dit pas je veux te connaître, il ne dit pas je veux te comprendre. Il dit je veux enlever ta protection. C'est l'une des phrases les plus importantes de cette affaire, parce qu'elle dit quelque chose de la logique à l'œuvre. L'autre n'est pas approché comme quelqu'un à respecter dans ses défenses. Il est approché comme quelqu'un à désarmer. Et pour désarmer, il sort ce qui semble être son arme la plus efficace. Les larmes, la suffocation, le corps qui ne peut plus parler. Quelque chose semble surjoué, trop rapide, trop intense. On ne sait pas exactement ce qu'il ressent à cet instant, et il faut rester prudent. Mais ce que l'on peut observer, c'est l'usage qu'il fait de cette émotion et ce qu'elle produit, ce qu'elle déclenche chez Julie. Chez elle, ce qui se réveille, c'est le maternel, la capacité à consoler, à sauver, à réparer. En quelques minutes, le rapport s'inverse. Elle n'est plus celle qui pourrait partir, elle est celle qui va le réparer,
C'est elle maintenant qui est en dette. Le secret arrive ensuite, avant le mariage, avant tout. Ce n'est pas une précaution, c'est une condition. Il coupe l'accès au regard extérieur dès que le lien est posé. Et promets-moi de ne jamais faire de vélo, qu'elle trouve si attendrissant. C'est le premier ordre, habillé en supplique, enveloppé dans le deuil. Et je ne te demande pas ton avis. C'est le masque qui glisse, une seconde, puis il recouvre, avec la maison, avec la piscine, avec le conte de fées. Elle a dit oui, et lui, il a déjà la suite en tête. À partir de là, le conte de fées peut changer de matière. Il n'est plus seulement fait de mots, de larmes, de promesses. Il devient administratif, il devient bancaire, et il devient contractuel. Et puis il y a autre chose, quelque chose qu'elle n'a pas demandé, qu'il a posé lui-même. Pas de rapport intime. Il le dit clairement, calmement. Je te respecte trop pour ça. Ce sera après le mariage. Elle ne s'y attendait pas. Un homme avec cette présence, ce corps, cette façon d'être. Et il attend, par respect. Elle qui pensait être blindée, elle ne s'attendait pas à ça. Ce renversement n'est pas de la pudeur, c'est une technique. Il la distingue des autres. Sans le dire, il lui signifie: toi, tu vaux plus que ça. Il inverse le rapport de désir. C'est elle qui veut, c'est lui qui retient. Elle est en position de manque permanent. Et il sacralise le mariage comme seul horizon possible. Elle veut le mariage pour lui, mais aussi pour retrouver son mari dans une dimension intime. Quand il annonce le voyage, type hasard, il a tout construit pour que oui soit la seule réponse disponible. Et encore une fois, promets-moi de ne jamais faire de vélo. C'est le premier ordre, habillé en supplique, enveloppé dans le deuil. Mais ce deuil, il faut s'y arrêter. Kathleen Vasseur, morte sur un vélo. Et c'est cette mort-là qu'il rejoue devant Julie. Il n'a pas inventé une histoire. Il a pris la véritable mort de Kathleen, une femme qu'il a assassinée, et il l'a recyclée comme outil de séduction pour la suivante. Kathleen n'est même pas morte en paix, elle continue de servir, et elle est devenue un accessoire du crime suivant. Et les larmes de Lolmy devant Julie, cette performance du deuil, c'est peut-être le seul endroit de l'épisode où quelque chose de réel affleure. Ce n'est pas de la culpabilité ni du remords, mais la jouissance de rejouer la scène, de tenir dans ses mains le chagrin d'une femme vivante pour une femme qui l'a tuée. Et je ne te demande pas ton avis, le masque qui glisse, une seconde, puis il recouvre avec la maison, avec la piscine, avec le conte de fées. Elle a dit oui, et lui, il a déjà la suite en tête. Elle est assise sur ses genoux, il cherche des billets, l'Algérie, Tipaza, la maison avec la piscine. Et soudain, il soupire. Ah mince, on ne pourra pas y aller. Ben, pourquoi? Ben, tu n'as pas de visa. Elle ne sait pas ce que c'est, il l'explique, un papier, la préfecture, un dossier. Et puis, il te faut aussi une AID. C'est quoi? Ben, c'est une assurance pour te protéger si jamais il t'arrive quelque chose pendant le voyage. Ça s'appelle comment? Une assurance invalidité décès. Elle change de couleur. Invalidité décès? Il rit. Oui, bon, ben ça s'appelle comme ça, ne t'en fais pas. Elle rit avec lui. Il pianote, il imprime. L'imprimante tombe en panne, plus d'encre. Bon, je reviens. 1 heure après, il est là, avec une cartouche neuve et des contrats déjà imprimés. Mais c'est quoi toutes ces feuilles? Bah, des formulaires, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Des pages à paraphrer, d'autres à signer. Mais tout ça pour une assurance? Elle ne réalise pas, elle est trop heureuse, trop excitée. Le voyage, Tipaza, lui. Elle signe. Le lendemain, il lui tend 2 chèques, 1 500 € chacun. Il faut que tu ouvres un compte à ma banque. Mais pourquoi 3 000 €? Ben, pour payer les assurances, 2 mois. On résiliera à notre retour. Et puis un papier de plus, signe ça. Ben, c'est quoi? Eh bien, à partir de maintenant, tu es co-gérante de Coco Island, payée 3 000 € par mois. Quand on sera mariés, tu travailleras avec moi.
Par contre, tu devras dire aux assurances que tu travailles avec ton fiancé, qu'on veut offrir un Coco Island au Brésil, que tu as peur de l'avion. C'est pour ça que tu veux les assurances. » Elle s'arrête. Mais je comprends pas pourquoi je leur dirais ça. C'est pour le visa, pour le voyage? Il ne répond pas. Il la toise et il dit: Ok, je me casse. Elle ne comprend pas ce qu'elle a pu dire. Elle appelle, messagerie, elle rappelle, messagerie. Elle attend. Et puis le lendemain matin, 6 heures, l'interphone. Ouvre-moi. Il entre. Il entend la petite pleurer. Laisse. Il la prend dans ses bras. Elle se calme instantanément. Juliette les regarde. Elle est en colère. Tu crois que tu peux débarquer quand tu veux, tu ne réponds pas, tu pars en claquant la porte et tu te ramènes à 6 heures du matin. Il baisse les yeux, s'excuse, la tension retombe, doucement. Sa voix est plus basse, posée, presque douce. Julie ne répond pas tout de suite. Elle pourrait dire quelque chose, refuser, mettre une limite, mais elle ne le fait pas. Parce que là, tout de suite, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, c'est qu'ils ne repartent pas encore. Alors elle acquiesce, la tension retombe, doucement, on n'entend plus que la petite qui boit son biberon, et quelque chose s'installe, calme en apparence, mais déjà un peu verrouillé. Il revient 1 heure après, avec une cartouche neuve et les contrats déjà imprimés. Tout était prêt. Avant la panne d'imprimante, avant le visa, avant le « Ah mince !» La scène de l'ordinateur était une mise en scène. Dans cette logique prédatrice, la spontanéité est suspecte. Chaque geste semble préparé, chaque détail semble avoir une fonction, y compris l'excitation du voyage, y compris Tipaza, y compris la piscine. Pour qu'elle soit trop heureuse pour lire ce qu'elle signe, 8 millions, ce sont que des chiffres, et quand elle refuse de mentir, il punit, pas seulement par colère, par conditionnement. Il teste, est-ce qu'elle obéit, elle n'obéit pas, il part, il coupe le contact, et elle appelle, elle rappelle, elle attend. En une nuit, sans qu'il ne fasse rien d'autre que partir, elle comprend qu'elle a besoin de lui. Il revient à l'aube et il s'excuse. Elle entend ses excuses comme de la vulnérabilité et la tension retombe. Il sait exactement ce qu'il fait. Mais il y a quelque chose d'autre dans cette scène. La petite. Il entre, il entend pleurer. Il dit « laisse » et il la prend. Et elle se calme instantanément. C'est la 2e fois que les enfants jouent ce rôle. La première fois, la petite lui a fait un câlin. Julie regarde et elle sourit. Cette fois, la petite se calme dans ses bras. Julie est en colère et la colère s'effondre. Les enfants ne sont pas un détail dans ce dossier. Ce sont des instruments. D'abord pour créer la confiance. Un homme qu'un enfant choisit ne peut pas être dangereux. Ensuite, pour désamorcer la résistance. On ne peut pas rester en colère contre quelqu'un qui console votre enfant. Il a compris quelque chose d'essentiel sur Julie. Le chemin le plus court vers elle, ce n'est pas elle, ce sont ses filles. À présent, parlons de lui. Jamel Lolmi. Pour comprendre ce qu'il est, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Il vient d'une famille structurée, solide, respectée. Son père est imam, sa mère est pieuse. Ses sœurs sont insérées, diplômées bien dans leur vie. Une famille où les valeurs sont nommées, transmises, incarnées. Et lui, il a fait des études. Il est devenu professeur en génie civil dans un lycée. Un homme qui explique, qui transmet, qui cadre. Il s'exprime bien, très bien. Toujours impeccable, toujours soigné. L'homme qu'on remarque en entrant dans une pièce. Et il adore les enfants, vraiment. Il sait s'accroupir à leur hauteur, parler leur langue, les faire rire, les mettre en confiance. Les enfants l'aiment d'emblée. Et les mères regardent ça. Sur le papier, c'est l'homme qu'on présente à sa famille. Mais il a une autre vie, parallèle, hermétique, le corps. Il le travaille comme une obsession, des heures à la salle, chaque jour, chaque semaine, sans exception. Pas pour la santé, pour la sculpture. Un corps sculpté, construit centimètre par centimètre, comme on construit un outil, comme on construit une arme. Et puis, il y a la sexualité, débridée, multiple, organisée,
plusieurs femmes en même temps, chacune dans son compartiment, des boîtes échangistes régulièrement, pas par hasard, par appétit. Un appétit pour la mise en scène de soi, pour le contrôle du désir de l'autre. Ce qui relie ces deux mondes, ce n'est pas la contradiction, c'est la maîtrise. Le corps sculpté, la parole choisie, le costume impeccable, le sourire exact, l'attention calibrée, l'enfant dans les bras. Rien n'est spontané, tout est fabriqué, parce que Jamel Olmi n'a pas l'air dangereux, il a l'air rassurant. Et c'est ça, exactement, le danger. Il y a un mot clinique pour ce qu'est cet homme, la structure perverse. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un dérapage, c'est une organisation, une façon d'être structurée dans laquelle l'autre n'existe pas comme sujet. Il existe comme objet, utile ou inutile. Dans cette structure, les émotions ne sont pas ressenties. Elles sont produites, fabriquées pour déclencher exactement ce qu'on cherche à déclencher. Et surtout, la loi est connue, reconnue et activement déniée. Le pervers ne transgresse pas par impulsion, il transgresse parce qu'il a décidé que la loi ne s'applique pas à lui. Pas inconsciemment, délibérément. C'est ici qu'il faut être précis. Le pervers ne rejette pas la loi, il se pose comme exception à la loi. Ce n'est pas la même chose. Il sait ce qui est interdit, il sait ce que ça signifie pour les autres, mais lui, il estime que ça ne le concerne pas. C'est une conviction structurale. Pour lui, c'est une certitude. Et ça éclaire différemment chaque geste qu'on a vu. La surveillance avouée le lendemain, il ne se cache pas vraiment. Je ne te demande pas ton avis. Le masque qui glisse une seconde puis qu'il recouvre. Il ne transgresse pas dans l'ombre, il transgresse parce qu'il sait qu'il peut, parce qu'il s'est accordé cette permission. Et ce qu'il cherche dans tout ça, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, ni le contrôle pour le contrôle. C'est la jouissance. La jouissance de tenir la réalité de l'autre dans ses mains, de fabriquer ce que quelqu'un croit, de voir quelqu'un vivre dans un monde qu'il a construit. Et ça éclaire le refus de l'intimité. Un homme avec sa sexualité réelle qui attend par respect, parce que la jouissance qu'il cherche avec Juliette n'est pas sexuelle. Elle est dans ça, dans le regard de quelqu'un qui croit, dans la puissance de tenir quelqu'un dans une réalité qui n'existe pas. Ce qui rend cette structure si difficile à détecter, c'est qu'elle ne ressemble à rien de pathologique en surface. Au contraire, une maîtrise totale, un homme poli, charmant, bien habillé, bien parlant, qui aime les enfants et qui sait exactement ce qu'il fait. C'est ça que Julie ne sait pas. Et c'est ça qu'une femme avant elle n'a pas su non plus. Avant Julie, avant Coco Island, avant les croissants du matin, avant les larmes, il y a eu une femme. Elle s'appelait Kathleen Vasseur, 25 ans. Elle vivait dans un appartement HLM, conseillère à Pôle emploi. Sa mère l'a décrit comme ça, très fragile, très solitaire. À un moment donné, une période difficile, un passage dépressif. Et c'est là qu'il arrive. Kathleen n'a pas de carapace à enlever. Elle est déjà ouverte, déjà accessible. Dans la structure perverse, on sélectionne en fonction de la disponibilité à la prise. Il lui propose un mariage, elle accepte. La cérémonie a lieu dans un restaurant quelconque, une pizza, deux témoins, des gens qu'ils connaissent à peine. Pas de famille, ni d'amis proches. Sa mère ne sait pas. 2 mois après le mariage, une nuit, une rue sombre, sans éclairage. Ils sont à vélo, elle devant, lui derrière. Une voiture arrive et la percute. Kathleen est transportée à l'hôpital. Elle survivra quelques jours. Et c'est là que sa mère arrive. En vitesse, elle se précipite et elle voit. Sur les documents, sur le lit de mort, sa fille ne s'appelle plus Kathleen Vasseur, elle s'appelle Kathleen Lelmy. Sa mère découvre le mariage à ce moment-là. Seulement à ce moment-là. Kathleen meurt. Jamel Lelmy reçoit 1 200 000 euros.
Et avec une partie de cet argent, il ouvre un parc pour enfants. Il l'appelle Coco Island. Le mariage presque clandestin, les témoins inconnus, le secret total. Ce n'est pas de la discrétion, c'est la condition opératoire du crime. Dans la structure perverse, l'objet doit être isolé, coupé de tout regard extérieur, de tout recours possible. Avec Kathleen, l'isolement est total. Même sa mère ne sait pas. Même le lien le plus fort est coupé. Et quand elle meurt, personne ne peut dire quelque chose n'allait pas, il y avait des signes. Il ne reste qu'un nom sur un document d'hôpital. Kathleen Lulmy. Même dans la mort, elle porte son nom à lui. Et quelques années plus tard, quand l'argent commence à manquer, il choisit son lieu de prédation. Un jour de pluie, il cherche, il regarde, il attend. Fin décembre 2009, Julie atterrit à Marrakech. Il n'est pas là. Elle prend un taxi comme il lui avait demandé, elle donne le nom de l'hôtel. L'hôtel est splendide. Elle prend sa chambre, elle attend. Les heures passent. Elle se fait belle, elle attend encore. Il n'est pas là, aucun message. Elle sort, elle fait des 100 pas et elle pleure. Il est plus de 22 heures et toujours pas de nouvelles de Jamel. Puis, tout à coup, sa voix, derrière elle. « Mon amour, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures ?» Ses nerfs lâchent. Et il répond « J'ai eu une galère, une embrouille. Tu devrais remercier Dieu que je sois encore en vie. » Il reprend tout en main, la voiture, l'organisation. Et puis, il s'agenouille devant elle, dans la nuit. Il ouvre une boîte noire, un solitaire. « Tu veux m'épouser ?» Elle dit oui. Elle tremble, elle pleure. Elle vient conte de fées. Puis il propose un tour à dos de dromadaire, presque au milieu de la nuit. Elle veut des photos. « T'es relou avec tes photos, on aura toute notre vie pour ça. » Une photo, deux. Allez, une ou deux m'en part. Hein. Et puis, ils arrivent sur le parking et il lui dit « Prends ta voiture, la mienne est garée dehors, tu me suis. » Elle installe sa valise. Elle s'assoit derrière le volant, une voiture qu'elle n'a jamais conduite, une route qu'elle ne connaît pas, la nuit. Plus que 150 kilomètres avant que son rêve ne devienne réalité. Il refuse les photos. Une photo, c'est une trace. Une heure, un lieu, un témoin. Il ne veut pas de traces. Et le solitaire la demande en mariage au moment exact où elle doit monter dans cette voiture. Elle est au maximum de l'adhésion, au maximum de la confiance. Elle le suit sans hésiter, sans questionner. Kathleen, une rue sombre, elle devant, lui derrière. Julie, une rue sombre, lui devant, elle derrière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une répétition. Elle roule, la nuit est noire, pas beaucoup de lumière. Devant elle, les feux arrière de sa voiture. Elle le suit tranquillement. Un rond-point, puis un autre. Et soudain, plus rien. Elle regarde dans le rétroviseur, aucun phare. « Jamel, Jamel, mais tu es où ?» Et puis un choc, par derrière. Un deuxième, un troisième. Et au même moment, un bruit sourd dans le coffre, une voix qui appelle au secours. Quelqu'un est enfermé dans son coffre. Elle perd le contrôle et le véhicule quitte la route. Puis elle entend des pas, puis des voix d'hommes. Ils ouvrent la portière, on la tire par les cheveux, par la fenêtre, sa ceinture la retient. Elle se débat, elle crie. Un homme s'installe côté passager et lui bloque les bras. Elle ne peut plus bouger. « On va te crever !»« Prenez mon argent, mes affaires, tout, mais laissez-moi. » On lui arrache ses bijoux un par un. Sa bague de fiançailles, celle qui vient de lui offrir 2 heures plus tôt. Les coups continuent, puis un bruit sec, comme du bois qui craque.
Ce sont ses os. Ils lui font boire de l'alcool de force, et puis le noir. Quelques heures plus tard, au petit matin, au loin, des sirènes. Les secours la trouvent et la conduisent tout de suite à l'hôpital de Marrakech. Il disparaît au rond-point, au moment exact, calculé. Il n'est plus là, il ne voit rien, il ne peut rien témoigner. Quelqu'un est dans le coffre. Il y a des complices. Ce n'est pas un crime solitaire, c'est une opération. Et l'alcool, de force, pour que si elle meurt, ce soit considéré comme une conductrice alcoolisée sur une route marocaine la nuit. Un accident, comme Kathleen. Et la bague, ils la reprennent, parce qu'elle n'était pas un cadeau, c'était un outil prévu pour revenir. Elle est hospitalisée au Maroc, les jours passent et puis elle est transférée en France. Ses cervicales sont gravement atteintes. Elle restera longtemps à reconstruire un corps qu'on a voulu détruire. Et lui, il vient, parfois, au chevet, quelques heures, et puis il repart. Il reviendra quelquefois, puis il vient moins, puis rarement, puis plus du tout. Elle attend, elle ne comprend pas. Julie se pose cette question sans cesse. Mais pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il ne répond plus? Pourquoi elle disparaît au moment où elle a le plus besoin de lui? Parce que le lien n'a jamais existé. Revenons un instant sur ces visites au chevet. Il serait facile de lire ça comme de la lâcheté. Mais dans la structure perverse, il n'y a pas de culpabilité. Ce que ces visites servent, c'est du contrôle. Est-ce qu'elle est suspecte? Est-ce qu'elle en a parlé? Et quand il devient clair qu'elle ne représente plus ni risque ni utilité, il pose comme on pose quelque chose qu'on n'a plus besoin de tenir. Ce n'est pas un amour qui s'est mal terminé, c'est un amour qui n'a pas eu lieu. Elle, elle a des souvenirs, des émotions, des moments. Tout ça existe en elle et n'a jamais existé en lui. Elle ne laisse pas une relation brisée, elle laisse une relation fantôme que la victime seule a habitée. Elle est dans ce lit, le corps abîmé, les cervicales, la rééducation, et lui qui ne vient plus. Sa mère est là, tous les jours. Et puis elle lui dit, il a essayé de te tuer. Julie l'entend, mais elle dit non. Pas lui, pas Jamel. Elle l'aime, elle attend son retour. 6 mois. 6 mois à attendre un homme qui a essayé de la tuer. Et puis un jour, quelqu'un force la porte de son domicile. Pas pour de l'argent, ni pour des bijoux, pour les contrats et les caméras, les preuves de son propre crime. Et là, quelque chose se fissure. Ce n'est pas les mots de sa mère qui la convainc, c'est ça, le réel qui force la porte à son tour. 6 mois à attendre un homme qui a essayé de la tuer. Ce n'est pas de la naïveté ni de la stupidité, c'est la mesure exacte de ce qu'il a construit. Le lien fabriqué résiste à la tentative de meurtre, parce que l'empreinte ne se loge pas dans la raison, elle se loge dans l'attachement. Et l'attachement ne se désactive pas avec une information. Ce qui casse le déni, ce n'est pas la parole de la mère, c'est le cambriolage. Parce que là, c'est lui qui agit. Il ne peut plus être l'homme qu'elle aimait et l'homme qui fait ça. Les deux réalités ne tiennent pas ensemble. Julie portera plainte, l'enquête s'ouvrira et les investigations révéleront Kathleen. Derrière cette mort présentée d'abord comme un accident, l'enquête fera apparaître des contrats d'assurance décès dont Jamel Lelmi était bénéficiaire. Puis, juste après Julie, il y aura Karine, une troisième femme, vers qui il s'était déjà tourné. Mais cette fois, les policiers arriveront à temps. Ce qui l'aura arrêté, ce n'est pas une limite interne, il n'en a pas. C'est une limite externe, la seule qui puisse fonctionner face à une structure qui ne connaît ni la culpabilité, ni le remords, ni l'empathie. On parle beaucoup aujourd'hui de pervers narcissique. C'est un concept utile, mais il ne s'applique pas ici. Le pervers narcissique a besoin de l'autre pour se réguler, pour exister, pour se sentir puissant. Sa structure est défensive. L'Ulmi n'a pas besoin de l'autre. Il utilise l'autre. Ce n'est pas la même chose. Ce que Freud décrit sous le nom de structure perverse
C'est une organisation psychique où la loi est connue, reconnue et activement déniée. Le pervers ne transgresse pas par impulsion, il transgresse par choix délibéré. Il sait ce qu'il fait, il sait ce que ça signifie et il continue. Une dernière chose sur la structure perverse. La structure perverse ne se soigne pas. Pas parce que la psychiatrie est impuissante, mais parce que le soin suppose une demande, une souffrance, un désir de changer. Dans la structure perverse, il n'y a rien de tout ça. Pas de conflit interne, pas de douleur, pas de demande. Un homme comme Lelmy ne consulte pas. Il n'a aucune raison de consulter. Il va bien. C'est précisément pour ça qu'il est dangereux. La seule chose qui l'arrête, c'est une limite externe. La loi, les barreaux, la prison. Pas la thérapie, ni la prise de conscience, et ni le remords. Et la répétition, ce n'est pas de la compulsion. Dans les structures qui souffrent, la répétition est un symptôme, quelque chose qui revient malgré soi. Ici, c'est autre chose. Chaque fois qu'il réussit, ça confirme. Ça confirme qu'il a raison de se croire au-dessus, que la loi ne s'applique pas à lui, que les autres sont des objets. Avec la mort de Kathleen, il reçoit 1 200 000 € d'assurance invalidité décès et la confirmation. Alors il recommence, pas parce qu'il ne peut pas s'arrêter, parce qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Jamel Olmy, un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et pour qui les autres n'ont jamais été que des moyens. Jamel Olmy est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 18 ans de période de sûreté. Lors de son procès, Jamel Olmy est resté de marbre. Pas une larme pour les victimes, pas un signe de faiblesse. Pourquoi? Parce que pour la structure perverse, être condamné n'est pas une honte, c'est un échec technique. Il n'a pas de remords, il a juste perdu la partie. Kathleen Vasseur, une jeune femme qui croyait entrer dans une histoire d'amour et qui peut-être espérait simplement cela, être choisie, regardée, être enfin aux côtés de quelqu'un. Mais dans cette affaire, le lien n'est pas un refuge. Le lien est un décor, une scène montée, une bague, des mots, des projets, des promesses. Et derrière les promesses, des lignes de contrat. Kathleen ne savait pas qu'elle était devenue, dans le regard de l'homme qu'elle avait épousé, non pas une femme, non pas une épouse, non pas un être aimé, mais une valeur assurée. C'est peut-être cela le plus glaçant dans cette affaire. Pas seulement la violence, mais le calme avec lequel un homme peut fabriquer de l'intime sans jamais habiter le lien. Le calme avec lequel il peut dire « je t'aime » pendant qu'ailleurs, déjà, une somme est écrite. Et puis il y a Julie, Julie qui survit, Julie dont le corps garde la trace de ce qu'on a voulu effacer. Julie qui comprend, qui parle, qui porte plainte. Et dans cette parole-là, quelque chose se renverse. Le scénario ne se referme pas, la mécanique se grippe, le dossier change de main. Ce n'est plus seulement l'assurance qui écrit l'histoire, c'est la survivante. Et grâce à elle, une autre femme ne meurt pas, Karine reste en vie. Alors cet épisode n'appartient pas à Jamel Lelmy, il appartient à celle qu'il a tenté de réduire à des contrats, à Kathleen, à Juliette, à Karine, à celle dont le nom doit rester plus grand que la somme. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Pour soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner, laisser une note ou un avis et partager l'épisode. C'est une manière simple d'aider ce podcast à continuer d'exister et de grandir. Merci encore pour votre écoute. À très bientôt pour un prochain épisode.